parler de LA après avoir été sur la Côte d'Azur. Christophe Arnaud, juste en quelques mots, est-ce que tu peux tu peux nous présenter Blue Systems ? Blue Systems, c'est un petit peu la division innovation du groupe Bolloré. On va y retrouver plusieurs sociétés très axées sur le software, sur la mobilité, mais aussi sur l'infrastructure. Et c'est dans ce grand groupe qui est très très large, on est très très petit, sur 80 000 personnes, on va être 700, mais on est un acteur de l'innovation, notamment pour la mobilité, et on va en parler plus en amont dans notre question. On va surtout parler de mobilité connectée. En fait, on aimerait bien savoir, on voit bien que les villes se digitalisent. Tu as une forte expérience à LA, tu vas nous en parler dans un second temps. Mais premièrement, pour toi, selon ton retour d'expérience après avoir été 3 ans notamment à faire des allers-retours entre Paris et LA, c'est quoi les atouts d'une ville qui se digitalise et surtout, ce sont quoi également les contraintes ? Alors, c'est relativement simple. En fait, ce qu'on a vu arriver, on va dire, à peu près il y a 3 ans dans les villes, avec la technologie existante, effectivement, l'ensemble des opérateurs, dits les TNCs, les Transportation Network Companies, utilisent les téléphones portables pour aller chercher des clients. Donc, on a commencé avec des Uber, avec les VTC, puis après, on a vu les trottinettes arriver. Et donc, ça a été fortement apprécié, en fait, par les utilisateurs, avec ce confort de pouvoir sortir de chez soi, avoir quelque chose à prendre et le rendre exactement là où on voulait aller. Par contre, évidemment, le mauvais côté pour la ville, c'était que c'était une désorganisation assez importante. Mais c'était surtout une opportunité énorme pour la ville, c'est de voir et d'utiliser, de sauter sur ces nouvelles technologies pour pouvoir justement avoir un accès à cette data, parce que en fait, pour la première fois, la ville pouvait reprendre le contrôle de ce qui s'y passe, puisqu'elle était devenue en fait totalement aveugle de la venue de tous ces opérateurs de mobilité. Et donc du coup, il y a une ville comme Los Angeles qui a décidé d'avoir un plan très innovant, très important, pour voir, en mode collaboratif évidemment avec tout le monde, comment on pouvait aller récupérer la partie manquante, en fait, les yeux de la ville pour pouvoir réorganiser des choses essentielles dans la ville. Parce que l'objectif de la ville, et on est là pour ça aujourd'hui, c'est d'avoir une ville qui est appréciée de ses résidents, dans laquelle la mobilité est aisée, avec une certaine approche où elle est inclusive, elle doit être inclusive, donc c'est pour tout le monde, avec des programmes, pour des gens qui sont potentiellement dans le besoin, on va en parler sur Los Angeles, le besoin de gérer la sécurité. J'allais en venir, ouais, parce qu'on voit qu'il y en a de plus en plus, mais quand on se baladait sur les trottoirs, notamment parisiens, j'ai pas eu cette chance d'aller à LA, et on traverse, on a des trottinettes partout, etc. C'est bien que ça a été légiféré, mais effectivement, l'aspect sécurité, je pense que ça faisait partie des contraintes. Tout à fait, il y avait 3 drivers, la sécurité, la dépollution, et on va voir qu'avec la data, on peut mettre en place des péages digitaux, des choses que l'on va voir à Londres et qui existent avec des caméras, qui demain pourront être faits avec en fait de la géolocalisation pure et simple. Et il y a un 3e axe, les villes ont besoin de financement aussi pour maintenir les infrastructures. Et maintenir les infrastructures, ça nécessite énormément d'argent, surtout quand il y a des opérateurs qui viennent utiliser ces infrastructures et n'y participent pas forcément. Et la digitalisation, en fait, va permettre d'avoir une vision très détaillée de ce qui s'y passe et de potentiellement de récupérer des redevances de manière relativement simple et équitable, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller permettre aux villes de financer. Donc, sécurité, un peu de revenus évidemment, et puis créer une meilleure ville pour que les résidents restent sur place. Et concernant le partage des données des différents opérateurs, je crois que vous avez un peu innové avec une plateforme, donc du coup à LA. Après, on parlera de la France. Mais ça fait combien de temps d'ailleurs que cette plateforme elle existe à LA ? Ça a donné quoi concrètement ? Quels sont les premiers résultats ? L'impact positif ? Ce qui est encore à améliorer ? Et après, on passera. Alors effectivement, voilà, une fois qu'on a l'ensemble de ces opérateurs qui ont de la data à disposition, comme l'a dit Lime d'ailleurs juste avant, l'idée c'était de voir comment une ville, on va dire une entité publique, puisse avoir accès à cette data, mais le même type de data, quel que soit l'opérateur, parce que sinon on arrive dans des choses assez complexes à mettre en place. Donc du coup, il y a eu une grosse période d'innovation qui a commencé en 2017 avec Los Angeles, où on a défini un nouveau dataset, des nouvelles API qui permettraient, on était encore au conditionnel à ce moment-là, de pouvoir s'asseoir avec les opérateurs et de leur demander une implémentation standard et d'utiliser un nouveau set qui n'existait pas encore en termes de data. Qu'est-ce qu'ils transmettaient comme termes de données en fait ? Vous leur avez demandé à l'époque, personne ne transmettait de data, mais tout le monde avait évidemment sa propre data.
Donc l'idée a été de mettre tout le monde autour de la table. Alors l'avantage de pouvoir commencer évidemment aux États-Unis, on n'aurait pas pu le faire en fait en France pour commencer ou en Europe. Les États-Unis, une DOT, donc une direction des transports de ville américaine, est extrêmement en pouvoir. Elle peut exiger. Donc en fait très rapidement, ça a un peu, je dois le dire au début, ça a un peu frustré quelques opérateurs, mais c'était quand même dans la bonne démarche. C'était de dire voilà, je vais vous donner un permis, que ce soit pour l'autopartage, les trottinettes, les vélos, les taxis. On parle vraiment de tout ça. À Los Angeles aujourd'hui, on connecte tous ces véhicules-là. Il y en a une quarantaine de milliers qui sont connectés. On va passer bientôt à des véhicules autonomes. Et donc l'idée véritablement ici, c'était de définir un nouveau set et de demander à ces opérateurs d'aller implémenter de leur côté, dans leur back-end, dans leur système IT, d'aller implémenter en fait ces API spécifiques. Et aujourd'hui... Ça a été facile de les convaincre. Et combien d'opérateurs aujourd'hui justement partagent les données sur cette plateforme? Alors évidemment, pour mettre cela en place, il faut commencer par une phase pilote, avec un petit peu... quelques relations un petit peu compliquées avec certains opérateurs. Puis après, tout est revenu dans l'ordre. On trouve ce qui est acceptable pour chacun, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de collaboratif à la fin pour permettre de mettre en place cet hyperviseur qu'une ville va pouvoir en fait contrôler 24/7 pour comprendre ce qui s'y passe. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui a été mis en place dans une ville comme Los Angeles et dans plusieurs autres villes maintenant, c'est aussi une capacité de la ville de pouvoir réaliser des actions digitales directement via un outil qui va aller mettre à jour, qui va envoyer des informations directement sur les back-ends des opérateurs pour pouvoir avoir un impact dans la ville. Je vais prendre quelques exemples. Je parlais avant de péages digitaux. Donc par exemple, centre-ville de LA, il est permis à tous les véhicules de passer, mais par contre, si c'est du véhicule électrique, il n'y aura pas de redevance pour aller dans le centre-ville, que ce soit pour des scooters, des vélos, des taxis. Alors c'est plus ici un target sur des taxis qui sont encore au diesel ou en essence que pour des deux roues. Ensuite, il y a par exemple à Lyon, pourquoi arrêter d'avoir des trottinettes électriques dans des centres-villes piétons, alors qu'en fait, il suffirait juste d'aller peut-être forcer un cap ou de mettre un cap sur la vitesse. On peut très bien avoir des trottinettes qui cohabitent avec des passants à partir du moment où une vitesse serait plutôt autour de 7-8 km/h. Des choses qui ont été réalisées en géofence à Lyon. Mais les objectifs principaux, c'est de décongestionner la ville, c'est alors peut-être là, la ici, on était... c'est quoi en fait? Là, il y a deux exemples que je viens de citer. Un qui était plus pour la sécurité. On va limiter une vitesse dans une certaine zone. De l'autre côté, avec un péage, c'est pour favoriser le développement des technologies plutôt électriques propres. Et ensuite, la partie trafic, la partie, j'ai envie de dire, les bouchons que toutes les villes connaissent, et surtout à LA, c'est une des villes les plus embouteillées au monde. L'avoir à Paris. Exactement. Donc l'idée étant de comprendre un peu les différents usages de ces opérateurs. Je vais prendre un exemple un peu compliqué, c'est celui des VTC Uber. Donc on a en VTC Uber, Lyft, etc. évidemment. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de VTC qu'on en a en France. Nous, on a une très approche taxi. Là-bas, et là, il y a 40 000 VTC. 40 000 VTC, c'est 30% de temps de tournée à vide. 30 000, on va en parler cet après-midi dans l'émission. Exactement. Donc l'idée, c'est de voir comment, par des remontées de statut, parce que la data qui est renvoyée ici est extrêmement riche. C'est pas juste quel est le véhicule, c'est son niveau d'autonomie, c'est son niveau de batterie, c'est son statut. Est-ce qu'il y a un passager, il n'y a pas de passager? On ne connaît pas la personne. La ville ne veut pas savoir qui est évidemment derrière le véhicule. Mais néanmoins, l'idée est de bien comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir aller potentiellement donner un permis pour diminuer la flotte de VTC, Lyft ou Uber à Los Angeles. 30% du trafic aujourd'hui serait peut-être généré dans les bouchons à LA par des VTC. Donc ça, c'est des choses à prouver avec la data. C'est pas sûr, c'est des estimations. On le voit également à San Francisco. Donc ça va permettre de comprendre tout ça. C'est ça qui m'intéresse. Il y en a combien aujourd'hui qui partagent leurs données? Aujourd'hui, il y en a 15. Il y a 15 opérateurs. Donc il y a l'ensemble des opérateurs de trottinettes électriques, l'ensemble des opérateurs de vélos, 3 sociétés de taxis avec 8000 taxis, un opérateur en véhicule autonome qui utilise les passages piétons et les trottoirs pour aller délivrer en partenariat avec Sodexo des repas, très utilisé pendant la partie Covid, qui est toujours très active aux États-Unis, puisqu'ils sont en lockdown sur LA encore pour des mois à mon avis. Ils sont dans une situation proche de celle qu'on a connue en mars. Et nous avons les autopartageurs. Alors évidemment, les VTC ne sont pas encore connectés, ça c'est un sujet, chacun essaie de protéger ses positions et c'est tout à fait louable. Uber est connecté ou pas? Uber n'est pas connecté. Voilà. Donc les VTC ne sont pas encore connectés, mais j'en parlais avec l'AM hier, c'est un peu le endgame pour une ville évidemment. Donc petit à petit, avec Celeta Reynolds qui va intervenir aujourd'hui en vidéo, on a mis en fait dans le domaine public, au sein d'une association en but non lucratif, le code, ses API,
pour qu'elle soit très rapidement adoptée par d'autres villes. Et donc aujourd'hui, on a une cinquantaine de villes membres aux États-Unis qui utilisent le résultat du travail de LA. Alors évidemment, c'est une innovation qui continue. Là, on vient de sortir une nouvelle API qu'on appelle la Policy API et qui va justement permettre en fait en temps réel à une ville d'aller déclencher une action directement. Je publie une politique en 3 secondes et elle se met à jour côté des opérateurs pour leur informer que aujourd'hui, par exemple, sur une highway, on ne peut pas passer, ou alors qu'il y a un pic de pollution et il est nécessaire de laisser que les véhicules propres. Quand il y a eu les feux, il y a de nouveau des feux, il y avait des politiques très spéciales qui ont été mises directement. 2 questions en 40 secondes, c'est possible. Concrètement, est-ce que c'est la première plateforme qui existe de ce genre dans le monde? Et deuxièmement, en France, on en est où? Vous parliez de Lyon, etc. Est-ce que à Paris, vous avez des Los Angeles a été la première, parce qu'on a créé tout avec Los Angeles et d'autres partenaires. Il y avait quand même plusieurs personnes qui étaient incluses dans ce projet. Après, on a essayé de regarder comment, en tant qu'entreprise française, on pouvait répliquer le modèle exact de LA. Et on y est parvenu avec une ville qui est très data-minded, le Grand Lyon, qui a récupéré très rapidement l'ensemble des résultats et on les a mis en œuvre avec les différents opérateurs. Donc c'est arrivé en Europe. Après, maintenant, il y a dans cet environnement, on va dire, industriel et technologique, d'autres sociétés sont venues, il y a plusieurs acteurs et c'est très bon pour l'innovation. Et il y a une ville là en Europe qui pendant le Covid a fait un appel d'offres assez complexe. C'est certainement la plus grosse ville en Europe à ce jour. Donc la ville de Londres là nous a officiellement choisi pour aller pousser cette approche, mais vraiment dans une approche très très proche de celle de Los Angeles, avec une notion de partenariat et de discussion entre ces deux villes. Merci beaucoup, merci à vous tous.